Le 28 février 2026, le silence au-dessus du golfe Persique a été brisé par le vrombissement sourd des bombardiers furtifs B-2 Spirit. Pendant des mois, le monde a vu les canaux diplomatiques de Genève s'enliser dans une impasse. Mais alors que le public entendait parler de paix, les rouages d'une énorme machine américano-israélienne étaient déjà en marche. C'était le début de l'opération Epic Fury et très probablement les premiers tirs de la Troisième Guerre mondiale. L'objectif était clair, semer les graines d'un changement de régime et éliminer le haut commandement. Pour y parvenir, le CENTCOM a coordonné une vague d'attaques impliquant des missiles de croisière Tomahawk, des chasseurs F-35 et des munitions lourdes anti-bunker conçues pour frapper des cibles enfouies à des centaines de mètres sous la roche. Cependant, la technologie seule ne suffisait pas à pénétrer le régime le plus protégé au monde. Des rumeurs ont commencé à circuler sur une trahison de haut niveau au sein du régime iranien. Ce n'était pas seulement une frappe chirurgicale, c'était une décapitation rendue possible par un informateur interne. De la première cyberattaque à minuit jusqu'à l'impact final qui a secoué le cœur de Téhéran, chaque seconde était calculée. Nous avons tout modélisé pour analyser les 24 heures les plus décisives de l'histoire moderne. Voici exactement comment s'est déroulée l'opération Epic Fury. Le compte à rebours a officiellement commencé à 4 heures du matin, dans une salle stérile de Genève. Pendant des mois, les diplomates avaient tenté d'obtenir de l'Iran le gel de son enrichissement nucléaire. Mais les discussions se sont heurtées à un mur. Lorsque l'équipe iranienne a quitté la table pour la dernière fois, la voie diplomatique était officiellement morte. À 8 heures, un briefing top secret s'est tenu à la Maison-Blanche. C'est ici que la trahison interne entre en jeu. Une taupe de haut rang au sein du corps des gardiens de la révolution islamique avait changé de camp. Cette source a fourni la clé d'or, les coordonnées exactes et les plans d'un bunker souterrain profond, situé sous un complexe résidentiel d'apparence normale. Ce n'était pas un simple bunker, c'était le site fortifié du Guide suprême, conçu pour survivre à une explosion nucléaire. Muni de ces renseignements, à midi, la machine militaire la plus puissante au monde a commencé à se mettre en branle. Dans le golfe Persique, la 5e flotte américaine est passée en mode EM7. Concrètement, chaque navire a coupé ses communications radio, ses radars et ses émetteurs pour que l'armée iranienne ne puisse pas suivre leurs mouvements via des signaux électroniques. À l'autre bout du monde, sur la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri, 3 bombardiers furtifs B-2 Spirit ont rejoint la piste de décollage. Ce sont les célèbres ailes volantes, quasiment invisibles au radar. Ils transportaient des GBU-57. Pour faire simple, il s'agit d'une fléchette de 13 tonnes. Elle n'explose pas à l'impact, elle est conçue pour forer plus de 60 mètres de béton armé avant de déclencher sa charge. Leur trajectoire les a menés à travers l'Atlantique. Alors que la nuit tombait sur Téhéran, c'était la phase cybernétique. Des hackers américains et israéliens ont lancé un assaut numérique contre le système de défense aérienne intégré de l'Iran. Et les hackers ne se sont pas contentés d'éteindre les radars. Cela aurait été trop évident. À la place, ils ont utilisé une technique appelée le spoofing. Ils ont injecté de fausses données sur les écrans radars iraniens alors que la véritable force de frappe arrivait par le sud. Les opérateurs iraniens pourchassaient des ombres, gaspillant leur attention sur des cibles inexistantes. Au même moment, des chasseurs israéliens, F-35 à dire, les avions furtifs les plus avancés au monde, se sont glissés dans l'espace aérien irakien pour rester sous l'horizon radar. À 1h15 du matin, la phase cinétique a commencé. Depuis des destroyers et des sous-marins stationnés dans le golfe d'Oman, plus de 100 missiles de croisière Tomahawk ont été lancés. Ce sont, par essence, de petits missiles suicides, sans pilote, qui volent à très basse altitude. Ils ont zigzagué à travers les canyons iraniens pour éviter d'être repérés. Frappant les bases des gardiens de la Révolution, c'était une opération de diversion, une manière de donner un coup de pied dans la fourmilière et de focaliser toute l'attention de l'Iran sur ses sites nucléaires. Pendant que l'armée iranienne se précipitait pour répondre aux frappes de Tomahawks, les bombardiers B-2 approchèrent de Téhéran. À 3h45 du matin, l'agent infiltré a envoyé un dernier signal crypté. Le guide suprême venait d'entrer dans le bunker. Il pensait que le béton armé le protégerait du chaos qui régnait aux frontières. Ils ont largué les MOP de 13 tonnes depuis une haute altitude. Guidés par GPS, ces bombes ont frappé à quelques centimètres de leur cible. La première a agi comme un marteau-piqueur, pulvérisant les couches supérieures du bunker. La seconde s'est engouffrée exactement dans le même trou, pénétrant profondément dans la roche-mère avant de détonner. En quelques secondes, le renseignement électromagnétique a intercepté des messages de panique non cryptés provenant des gardiens de la Révolution.
La tête du serpent avait été coupée. La confirmation officielle du succès de la frappe était diffusée dans le monde entier. L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, est mort. Cet homme méprisable et vil avait le sang de centaines, voire de milliers d'Américains sur les mains, et était responsable du massacre d'innombrables innocents dans de nombreux pays. L'Iran n'allait pas l'accepter. Les représailles étaient sur le point de commencer. Après la confirmation du décès, le monde a retenu son souffle. En quelques heures, les commandants iraniens survivants, opérant depuis des centres de secours cachés, ont déclenché un plan de riposte massif. Ce n'était pas une protestation à petite échelle, mais une tentative militaire totale de frapper chaque actif américain à portée de tir. La première vague a débuté vers midi. L'Iran a lancé des centaines de missiles balistiques. Ils ont visé le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn et la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Bien que les États-Unis disposent de systèmes de défense Patriot et Tchahad, le nombre massif de missiles lancés simultanément a permis à certains de passer au travers. Le CENTCOM a rapporté que 3 soldats américains avaient été tués et plusieurs autres blessés lors de ces premières explosions. Des lanceurs d'alerte des deux côtés ont affirmé que le nombre d'Américains et d'Israéliens tués se comptait en réalité à 3 chiffres. Au même moment, l'Iran a déployé des essaims de drones Shahed. Ce sont des drones suicides, bon marché et lents, conçus pour saturer les défenses par le simple nombre. Des dizaines d'entre eux ont été lancés contre des installations pétrolières américaines et des avant-postes au Koweït et à Dubaï. L'objectif n'était pas seulement de détruire des cibles, il s'agissait de créer un chaos total et de forcer les États-Unis à dépenser des millions de dollars en missiles d'interception coûteux pour arrêter des drones qui n'en valent que quelques milliers. La flotte de moustiques iranienne, des centaines de vedettes d'attaque rapide, a envahi le détroit d'Ormuz. C'est un point de passage stratégique où transite environ 30% du pétrole mondial. L'armée iranienne a commencé à mouiller des mines marines et à utiliser des missiles portatifs pour harceler tout navire à portée. Cela a paralysé le transport maritime mondial de pétrole du jour au lendemain. En quelques heures, les prix du carburant ont grimpé en flèche partout sur la planète. Les représailles ne se sont pas limitées aux frontières iraniennes. Les alliés de l'Iran dans la région, comme le Hezbollah au Liban et d'autres milices en Irak et en Syrie, ont rejoint le combat, étirant dangereusement les lignes de défense de la coalition. Pour les États-Unis et Israël, le calcul est intenable. L'Iran peut construire un drone suicide pour environ 20 000 à 50 000 dollars. Même ces missiles balistiques avancés coûtent souvent moins d'1 million de dollars l'unité. En face, les intercepteurs de haute technologie sont des balles d'argent incroyablement onéreuses. Par exemple, un seul missile Arrow 3 utilisé par Israël coûte environ 3,5 millions de dollars. Quant aux intercepteurs américains, ils peuvent en coûter entre 12 et 25 millions de dollars par tir. Cela signifie que pour arrêter un seul drone iranien, les défenseurs dépensent parfois 10 à 100 fois plus. Pendant la guerre de 12 jours, il a été rapporté qu'Israël dépensait jusqu'à 1 milliard de dollars par nuit en missiles d'interception. Même avec les budgets militaires colossaux des États-Unis et d'Israël, ce déséquilibre financier est impossible à tenir sur le long terme. Sur le plan politique, l'avenir est flou. Ce vide de pouvoir pourrait mener à un tout nouveau gouvernement, mais il est tout aussi probable que les généraux survivants prennent le contrôle. Économiquement, si l'Iran maintient son blocus sur les routes pétrolières, nous pourrions assister à des prix du baril sans précédent. Des millions de personnes pourraient perdre leur emploi. Si cela arrive, d'autres acteurs majeurs, comme la Russie ou la Chine, pourraient intervenir pour protéger leurs propres intérêts, transformant un conflit régional en un affrontement international de bien plus grande envergure. L'opération Epic Fury n'a pas mis fin à un régime. Elle a appuyé sur le bouton de réinitialisation de tout le Moyen-Orient.